Mais maintenant, on revient un petit peu dans les racines. Alain Canet, l'agroforesterie est donc une approche plus paysanne sur le problème, en 5 minutes. Voire très terre-à-terre, en l'occurrence. Je vais quand même vous demander d'imaginer quelque chose d'extrêmement simple, parce que moi, je voudrais rebalayer l'essentiel. L'essentiel, c'est, de mon point de vue, la photosynthèse. Ce serait dommage qu'on oublie, puisque je ne l'ai pas entendu citer encore. La base, c'est la photosynthèse. Imaginez un arbre au milieu d'un champ qu'on n'a jamais labouré, jamais engraissé, jamais traité. On n'a jamais rien fait, jamais arrosé, qui pousse tout seul et qui produit une matière incroyable et des services incommensurables. Aujourd'hui, on sait faire ça. On sait s'inspirer du modèle de la forêt hors forêt. Alors, je vais vous parler d'un agriculteur du Sud-Ouest, que je ne suis pas, mais qui aura le plaisir et le privilège d'être là le 18, par là, je ne sais plus où, peu importe, le 18 décembre, pour l'écriture de la loi d'orientation agricole, qui fait une agriculture naturelle. Ils sont nombreux. C'est un copain, donc je parle de mes potes, c'est bien connu. Ils font une agriculture naturelle aujourd'hui et qui n'utilise quasiment plus de pétrole. Et ça, c'est intéressant, puisque l'arbre n'a pas utilisé de pétrole pour pousser. Il fait une agriculture agroforestière, donc il plante des arbres au milieu de ses champs. Il n'a rien à foutre des OGM, parce qu'il sait très bien que c'est une infime partie de la réponse, ça ne sert quasiment à rien. Si les sols n'étaient pas morts, on ne se poserait pas la question des OGM, d'ailleurs, entre parenthèses. Il n'a rien à foutre de la biodiversité, mais strictement rien à foutre. Et pourtant, chez lui, il y a beaucoup plus de biodiversité que dans n'importe quel milieu naturel. Il utilise le sol à sa juste valeur, c'est-à-dire qu'il ne le laisse jamais nu, puisque le sol déteste le repos, comme le sol déteste le compost, comme le sol n'aime pas trop l'arrosage, par exemple. Le compost, c'est le pire des poisons qu'on puisse mettre sur le sol. Tous les sucres et tous les nutriments sont brûlés. C'est dramatique. C'est une agriculture finie. Il plante des arbres têtards. Les arbres têtards, vous en avez tous entendu parler. Ça produit du bois sans jamais couper l'arbre. Donc ça produit une ressource incroyable qui n'est pas du tout inépuisable. Même si je ne suis pas pour la cramer, l'énergie, soyons clairs, ou la gaspiller, puisque j'ai bien dit, il ne laboure pas, il ne traite pas, il ne bine pas, il ne déchaume pas, il ne perd pas son temps à cramer du gasoil pour tuer le sol et pour tuer les bactéries, les micro-organismes, les champignons, et tout ce qui font les fondements du système forestier, qui est tous les jours un peu plus riche. Et en agriculture, on a la chance de savoir faire ça aujourd'hui. Alors c'est une agriculture qui est décriée, parce qu'évidemment, elle est hors cadre, elle sort du contexte habituel. Elle, vous l'avez dit, madame, elle décloisonne tous les champs, puisque dans cette agriculture-là, où il y a toujours des plantes, il y a toujours des fleurs, donc il y a toujours des abeilles, des pollinisateurs, et tout ce qui va avec. Je pourrais citer les vers de terre et toute cette chaîne alimentaire, les oiseaux qui se remettent en place. Donc elle est peu visible, puisqu'elle est basée sur une ressource qui est invisible. Là, voilà la ressource invisible. C'est un morceau de frêne qui a poussé au milieu d'un champ, qui a protégé les cultures, les animaux, qui après fait du bois d'œuvre. Entre-temps, il a filtré les masses d'eau, stocké du carbone, créé ce qui s'appelle communément, me semble-t-il, des microclimats et donc impacté le climat. Et ça évite probablement qu'on pille les tropiques, d'être capable de réarbrer nos campagnes, puisqu'on les a totalement désarbrées. On parle de protéger la nature, on sait bien que ça ne marche pas. On parle de ressources naturelles, on sait à peine ce que c'est. On parle de biodiversité, on parle quasiment jamais de sol. Le sol ne doit jamais se reposer. Plus il produit, plus il est content. C'est con, c'est comme ça. La forêt n'accepte pas la décroissance. Je ne me pose pas la question de savoir ce que je fais ou pas, ou si je mange de la viande, je ne mange pas de la viande. La forêt, le sol ne supportent pas d'être nu, d'être labouré, et de ne pas avoir une plante qui pousse le plus vite possible, le plus haut possible. Ce n'est pas moi qui ai inventé la forêt, je vous rassure, hein, j'en vois qui sont inquiets. Je ne l'ai pas inventé, hein, Hervé. Je ne l'ai pas inventé, simplement on essaie aujourd'hui, grâce à un peu de matériel, que ce sont des semoirs qui sont capables de semer dans une plante. On sème une plante, elle pousse, on la récolte, on en sème une tout de suite. Des fois, on en met deux à la fois. Ça veut dire qu'on a une agriculture extrêmement optimiste. Ces agriculteurs-là existent. Ils viendront en parler et puis je laisse la place au débat. Merci. Si, j'ai oublié de dire, excusez-moi, c'est une agriculture 2.0, puisqu'on fait 2 cultures par an et ça fait beaucoup de bien au sol. Je l'avais noté, celle-là, il fallait que je la sorte.
Merci Alain Canet. Merci aussi d'avoir cassé toutes nos illusions sur le compost. Donc, oui, là, ça pourrait va... être un débat, mais on ouvre la porte, mais refermons-la tout de suite. Alors, est-ce que finalement, plutôt que de trouver des investissements d'avenir que l'on pourrait injecter dans Toulouse White Biotech, il ne faudrait pas plutôt planter des arbres? Je laisse la question ouverte, mais peut-être y a-t-il des débats, des rebonds avant que la parole aille chez vous. Alors, Sandrine Bellier, très court. Il y a 2 remarques que m'ont inspiré l'exposé de Pierre Monsant. La première, c'était, vous avez dit, la biologie a débuté plus tard. Moi, j'avais le sentiment que la culture biologique avait fonctionné pendant des milliers d'années et que l'agriculture industrielle, justement, est plus récente et aura démontré ses limites et une durée de vie beaucoup plus courte. Et puis l'autre élément, parce que c'est un des débats que nous avons à l'échelle européenne et internationale, notamment sur la manière dont nous arriverons à gérer la biodiversité, vous avez parlé de la valeur. Et il y a plusieurs définitions de la valeur. Il y en a notamment une qui dit que les valeurs, c'est ce qui ne s'échange pas, ne se vend pas. C'est ce qui se partage. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, notamment pour aller au-delà de cette idée que la valeur ne s'estime que de manière monétaire et financière, qu'elle peut aller bien plus loin et que c'est aussi un des éléments de redéfinition, la valeur culturelle, etc., et qui doit s'appliquer aux vivants. Pierre Monsant. Alors, deux réponses. Alors, la première, elle pourrait être très longue. On utilise le vivant depuis le fond des temps. Depuis le fond des temps, l'humain a utilisé le vivant pour transformer des matières premières justement d'origine végétale ou animale en boisson, en aliments. C'est ce qui marche le mieux. Hein. C'est ce qui marche le mieux. Un bon verre de champagne, il n'y a rien de tel. Grâce à je ne sais pas qui, mais en tout cas, le fait de prendre du raisin, de l'écraser... miraculeusement, c'est un dénommé Bacchus, oui, c'est un dénommé Bacchus, donc et ça fait un truc fabuleux. En tout cas, moi ça me fait beaucoup de bien. J'ai pas besoin de certaines herbes, ça c'est tout naturel, c'est très bien. Voilà, et donc d'abord c'était empirique, ensuite à partir du XVIIe siècle, avec un pic qui s'appelle Louis Pasteur, on a frappé les cieux d'alignement, comme disait Brassens, donc on a commencé à comprendre comment ça marchait, donc ça a donné le génie biochimique, donc on s'est mis à produire des antibiotiques, par exemple, c'est quand même bien utile, des enzymes pour vos lessives, etc. Et puis, plus récemment, depuis maintenant une quarantaine d'années, on arrive à manipuler encore plus ce vivant, mais de manière de plus en plus rationnelle. Et aujourd'hui, donc, on a commencé dans les années 70 avec le génie génétique, et maintenant on en est à la biologie de synthèse. C'est-à-dire qu'on connaît de mieux en mieux le vivant, on a des outils de plus en plus performants. Séquencer de l'ADN, ça coûte 3 fois rien. Synthétiser de l'ADN, ça coûte 3 fois rien. Donc on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire, comme je le disais tout à l'heure, il y a quelques années. Voilà. Donc ça permet de construire des outils. Bon, alors, ensuite l'autre point, je voudrais répondre au second point. Le second point, bon, j'ai pas trop tartiné parce qu'on est tenu par le temps, mais une des originalités qui a fait que ce projet a été retenu par un jury international, c'est le fait que chaque recherche, je dis bien chaque recherche, est accompagnée d'une réflexion d'éthique et de développement durable. C'est-à-dire que chaque projet, quel qu'il soit, voit une collaboration avec des philosophes et des sociologues de l'École supérieure d'éthique des sciences de l'Institut catholique de Toulouse. Alors, ce sont des cathos, hein, je vous avertis. Hein. Bon, attention. Donc, philosophes et sociologues, c'est-à-dire que la préoccupation sur la valeur, qu'est-ce que c'est la valeur? On s'en préoccupe, et je m'en préoccupe avec des philosophes et des sociologues. Mais à côté de ça, et j'insiste lourdement, bêtement, la valeur aussi, c'est des sous qui me permettent de recruter des chercheurs. Et je leur donne du boulot. Et ça, c'est essentiel dans le contexte actuel. Alors, ce qui nous renvoie à une réflexion ou une anecdote de Pierre-Henri Gouillon évoquée tout à l'heure. On retombe un peu sur le même débat, mais là, pour l'instant, c'est Pierre-William Johnson. Après, ça sera Patrice Binder, pendant que les idées se préparent à phosphorer en 1 ou 2 minutes ensuite. Pierre-William Johnson. Alors, je voulais dire que les différentes perspectives là sont pas forcément contradictoires. Par exemple, Sandrine Bellier a donné la perspective générale, en fait, par rapport à un certain nombre de transitions qu'il faudrait faire au niveau de notre rapport au monde naturel.
Et vous parlez, Pierre Monsant, d'un secteur particulier. Mais je voudrais faire quand même quelques remarques. C'est que, en fait, dans le développement de ce secteur, il faut tenir compte quand même de plusieurs choses. Pardon, je suis désolé. Il faudrait tenir compte de plusieurs choses. C'est le principe. Bon, vous avez parlé d'éthique, donc du principe de précaution, de la responsabilité effectivement des acteurs. Et vous avez souligné quelque chose qui est intéressant, peut-être que ça vaudrait la peine de développer. C'est-à-dire, vous dites que le brevet, c'est juste l'étape zéro de la valorisation, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que et qu'il faut aller donc une collaboration avec l'entreprise, enfin, ou de préparer le terrain à des nouveaux secteurs économiques. Mais comment vous envisagez ça et qu'est-ce que ça implique dans les relations entre le monde de la recherche et le monde économique? Et voilà. Et je voudrais... Voilà, après j'ai une autre question. Je vais essayer de répondre rapidement, je suis désolé. Rapidement, et ensuite Patrice Binder. Je suis assez simple. Il y a des gens qui font de la recherche. Aujourd'hui, ces gens qui font de la recherche, s'ils veulent valoriser, je suis désolé, valoriser la recherche, c'est comme ça que ça s'appelle, faire de l'innovation, ben, il faut qu'ils prennent le tout en charge. Même si dans tous les organismes de recherche, il y a des gens qui sont supposés faire ce job, souvent ce sont des chercheurs qui n'étaient pas bons chercheurs, dont on ne savait pas comment faire, on les a recyclés dans la valorisation. Voilà. Et après on se dit, merde, ça ne marche pas. Tiens, pourquoi ça ne marche pas? Voyons. Bon. Donc, ce qui est important, c'est que les chercheurs ils fassent de la recherche et qu'ils aient ensuite des gens qui ont un bon niveau scientifique, qui discutent avec eux pour voir comment transformer cette recherche en un produit ou un procédé. Et pour ça, il faut à la fois être crédible au niveau scientifiquement, sinon les chercheurs ne vous parlent pas. Il faut aussi intégrer tout un tas de composantes absolument emmerdantes, qui sont les problèmes réglementaires, les problèmes de propriété intellectuelle, etc. Enfin bon... Sandrine Bélier qui bout, attend un petit peu. Patrice Binder parle, ensuite Sandrine Bélier. Merci. De toute façon, mon interrogation s'adresse à Madame Bélier, donc ça sera très bien. Madame Bélier a dit tout à l'heure que l'atteinte à la biodiversité, c'était le fait de l'arrivée des OGM. Alors, c'est peut-être un raccourci, mais je suis quand même un petit peu étonné de cette affirmation, parce que moi, j'ai écrit autrefois quelque chose sur la problématique de la biodiversité versus des problèmes de vulnérabilité dans un contexte qui est le mien, dont M. Kempf a parlé au début, et c'est effectivement un problème. Mais ce n'est pas un problème d'OGM. Les OGM, c'est simplement un raffinement de ce que l'on fait depuis des siècles, et qui est la sélection. La sélection... Alors, excusez-moi, je ne voudrais pas... Non, attendez, je peux quand même m'exprimer. Hein, c'est un raffinement... Il me semble, Patrice Binder, que l'exemple des OGM... ne me paraît pas tout à fait approprié au débat dans lequel nous sommes engagés. Voilà. Donc je ne voudrais pas, c'est pas que je refuse, mais pas partir sur les OGM et essayons de rester sur la problématique bioéconomique. C'est tout ce que je voulais dire. Donc je laisse la parole à Madame Bélier maintenant. Alors Sandrine Bélier. Alors, trois réponses très très courtes. La première, il n'y a pas forcément d'opposition dans ce qu'on dit, et puis on a au moins, on va dire, un point où on va se retrouver, c'est Bacchus et l'appréciation du vin. Mais on va se retrouver notamment dans le sens que c'est quelque chose qu'il faut consommer avec modération, comme les pesticides, comme un certain nombre de choses, au risque de connaître le même sort que Babylone. Ça, c'était ma première remarque. La seconde, sur la recherche, et cette histoire de valeur et de systématiquement se poser la question de la valeur marchande renverra à une autre question qui est un vrai débat, c'est qu'il fut un temps, la recherche, comme l'éducation, et ça c'est un choix de société, c'est un choix politique, c'est aussi la recherche publique, et que la démission, et notamment le recul des financements, et de l'engagement au titre du projet de société et politique d'investissement public dans la recherche amène peut-être les questions que vous posez et de fait d'autofinancement et de faire entrer la recherche dans une logique purement économique. Quant à la question des OGM, sans rentrer dans le détail, il y a des constats, on le voit, c'est aussi et dans une logique et stratégie économique. Aujourd'hui, le développement des OGM a amené à ce qu'il y ait beaucoup moins d'espèces de coton, beaucoup moins d'espèces de haricots, beaucoup moins d'espèces de maïs qui soient cultivées dans le monde. Et ensuite, ça répond à une logique économique qui pourrait faire l'objet, là encore, d'un débat et qui nous rappellerait, je tenais à le dire, parce que Pierre Calam a évoqué les rapports de force, c'est vrai, ils existent, ils sont difficiles, mais le politique ne perd pas à chaque fois
Et un des exemples a notamment été le débat qu'il y a eu au Parlement européen sur le traité anti-contrefaçon ACTA, où se retrouvaient sur la question de la propriété intellectuelle des intérêts communs entre le numérique, les médicaments, l'alimentaire, et justement sur cette lutte sur les brevets et l'appropriation de la propriété intellectuelle se répartissant les pays au nord de la planète, et où on retrouvait, et c'est pour ça qu'est intéressant d'ailleurs le titre de cette journée, on retrouvait des intérêts communs à Monsanto et à Microsoft. Et quand on sait que c'est Microsoft qui finance l'expérimentation des OGM en Afrique pour la Fondation Monsanto, on se dit qu'il y a des intérêts communs et qu'en effet on rentre dans une certaine logique, et qu'il y a deux visions du monde qui s'opposent. Il y a celle des biens communs et d'une responsabilité politique, et celle de la démission du politique pour laisser l'économique gérer et réguler l'ensemble de la planète. Et ce combat-là et ce débat-là, on l'a eu au Parlement européen, et le Parlement européen a rejeté, pour la première fois dans l'histoire de toute l'Union européenne, a dit non à l'engagement de l'Union européenne dans un traité international. Alors, merci.